comment un gazoduc sous-marin d'un côté et le prix d'une simple pomme de terre de l'autre peuvent résumer à eux seuls les bouleversements géopolitiques actuels du bassin méditerranéen. C'est vrai que dit comme ça paraît fou. Oui, mais c'est exactement le contraste frappant qui ressort de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On plonge dans un document source qui est absolument fascinant Totalement fascinant, oui. et qui dresse un tableau en fait extrêmement clivé de la géopolitique et de la situation socio-économique en Afrique du Nord. L'idée pour nous, c'est de comprendre comment la diplomatie de l'énergie redessine les alliances européennes, tout en observant les dynamiques de crise sociale interne décrites dans le texte. Et c'est une analyse qui demande quand même une certaine gymnastique mentale, tu vois. Ah oui, clairement. Parce que le texte qu'on étudie aujourd'hui fait le grand écart en permanence. On passe de la macroéconomie internationale, avec des milliards d'euros en jeu, Au problème du quotidien. voilà, à la microéconomie la plus brutale, vraiment au ras des pâquerettes. C'est ça. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une mise en garde stricte et vraiment indispensable à faire pour tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est crucial de le rappeler. On se penche aujourd'hui sur un document dont le point de vue est politiquement très chargé. Donc que ce soit très clair, l'objectif de notre discussion n'est absolument pas de prendre parti. Surtout pas. On n'est pas là pour endosser ou valider les opinions fortes de l'auteur, que ce soit sur l'Algérie ou sur le Maroc. Notre mission, c'est uniquement de rapporter et d'analyser de manière totalement impartiale les idées telles qu'elles sont présentées par l'auteur. Exactement. On aborde ce texte comme un objet d'étude géopolitique, avec ses propres angles d'attaque et sa rhétorique. On observe la mécanique, neutre et factuelle. Bon, décortiquons un peu tout ça. La première partie de notre source nous plonge vraiment au cœur de ce qu'on pourrait appeler la renaissance énergétique algérienne. Ouais, un vrai retour en force. Le texte décrit un basculement spectaculaire. Du jour au lendemain, l'Algérie semble être devenue la destination incontournable pour tous les décideurs européens. C'est la grande bousculade en fait. C'est ça. Pour imaginer un peu la situation, c'est un peu comme imagine un groupe d'amis. D'accord. Ils ont cet ami de longue date qu'ils prenaient complètement pour acquis. Et soudainement, cet ami gagne au loto Ah ouais, la métaphore est parfaite. pour s'asseoir à côté de lui à la table du dîner. C'est exactement ce que décrit l'auteur avec l'Europe et l'Algérie. Et dans cette course frénétique pour s'asseoir à côté du gagnant, le texte affirme que l'Italie a complètement surclassé ses voisins européens. L'Italie, ouais. On pourrait s'attendre à ce que la France ou l'Espagne aient un avantage, vu leur proximité historique, mais Rome a manœuvré différemment grâce à ce qu'ils appellent le plan Mattei. Et concrètement, comment ça fonctionne ce plan Mattei selon la source? Parce que bon, on entend souvent le mot pragmatisme, mais c'est un peu un mot valise, quoi. Le texte est assez spécifique là-dessus. Il explique que le succès italien repose sur une approche le terme arabe c'est Andia, India, d'accord? ce qui se traduit grosso modo par une relation d'égal à égal. L'Italie ne vient pas avec une mentalité d'acheteur arrogant, mais propose un co-développement industriel basé sur des intérêts communs. Donc un vrai partenariat, quoi. Voilà. La réelle politique a complètement balayé la diplomatie traditionnelle. L'Europe est tellement terrifiée pour ses approvisionnements énergétiques qu'elle vient littéralement négocier sa survie sans donner de leçons. Ce qui amène le texte à pointer du doigt la grande perdante de cette configuration. La France. Exactement. L'auteur décrit une France frustrée, marginalisée par des années d'approche qu'il qualifie d'unilatérale. C'est assez dur comme constant. Très dur. La situation est décrite comme presque ironique. Paris, après un froid diplomatique avec Alger, doit maintenant ravaler sa fierté et demander de l'aide pour sauver son marché intérieur. Et le document souligne même des tensions ouvertes entre Paris et Rome. La France accuserait presque l'Italie d'avoir profité de cette brouille franco-algérienne. Ce qui est fou, mais ce pouvoir diplomatique, il repose sur quoi exactement? Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette rivalité diplomatique se cristallise autour d'infrastructures physiques implacables et de chiffres froids. Des tuyaux, en gros? Des gros tuyaux. Oui. Le pouvoir algérien ne flotte pas sur de vagues promesses. Il est ancré dans le sol. Le texte s'appuie d'ailleurs sur les statistiques officielles de l'opérateur gazier espagnol Enagas. Et ça dit quoi? Le constat sans appel. L'Algérie couvre 34% des besoins en gaz de l'Espagne. 34%? C'est énorme. C'est massif? Elle devance largement les superpuissances comme les États-Unis ou la Russie. C'est la logistique, pas juste le gaz en lui-même. L'auteur met un gros coup de projecteur sur le gazoduc Medgaz. Le fameux Medgaz, ouais. C'est ce tuyau sous-marin qui relie directement la côte algérienne à Almeria, en Espagne. Mais en quoi ce tuyau élimine-t-il les risques par rapport au GNL, le gaz liquéfié par bateau?
La différence est monumentale en termes de sécurité. Quand on achète du GNL, disons aux États-Unis, la chaîne logistique est hyper vulnérable. Il faut extraire le gaz, le refroidir à moins 162 degrés. Ce qui demande une énergie folle, on imagine. Exactement, dans des usines géantes. Ensuite, on le charge sur des méthaniers qui traversent l'océan, affrontent les tempêtes, les goulots d'étranglement, et à l'arrivée, il faut des terminaux complexes pour le regazéfier. Alors qu'avec le gazoduc, Avec le met-de-gaz, on élimine tout ça. C'est un flux physique, direct. On ouvre la vanne en Algérie et ça arrive dans l'usine en Espagne. Dans un monde géopolitique chaotique, la proximité géographique et la fiabilité, ça vaut de l'or. c'est sûr. L'auteur avance même des réserves algériennes estimées à 4000 milliards de mètres cubes, avec pour objectif de passer les exportations de 100 à 150 milliards par an. L'Algérie devient le garant de la stabilité industrielle européenne. D'accord. Mais là, j'ai quand même une objection majeure à soulever face à cet argumentaire. Je t'écoute. Avoir tout ce gaz sous terre, c'est bien beau, mais l'extraire en est une autre. Est-ce que l'Europe se contente d'acheter ce gaz, ou bien est-ce qu'il y a une contrepartie lourde exigée par le pays producteur pour financer cette extraction? C'est la question à 1 million d'euros. Et le texte y répond. L'Algérie ne compte pas financer ça toute seule. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire? La source décrit ça comme la carte maîtresse de l'Algérie. Le pays exige désormais des investissements directs étrangers massifs dans le secteur pétrogazier. Et surtout, des transferts de technologie. Donc tu veux notre gaz, tu nous aides à développer notre industrie. Voilà, la sécurité énergétique est présentée comme une responsabilité partagée. C'est l'expression utilisée. L'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne sont toutes en compétition pour accepter ces conditions. C'est fascinant parce que la souveraineté économique d'un pays du Sud dicte littéralement ses conditions au capital du Nord. Ça crée un partenariat forcé, une vraie interdépendance. Tout à fait. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, la bascule. Ouais, parce que le document source opère un virage à 180 degrés. On était dans les hautes sphères géopolitiques et boum, le texte nous plonge dans une crise interne très brutale chez le voisin marocain. Le contraste est voulu et il est très fort. Ça illustre comment, selon l'auteur, les dynamiques économiques mondiales, genre l'inflation et le coût de l'énergie, peuvent vraiment fracturer une société de l'intérieur. Absolument. Le texte affirme que le Maroc traverse une crise structurelle grave et l'auteur soutient que c'est exacerbé par un modèle de gouvernance qui ignorerait les attentes de la population. Avec un exemple qui marque les esprits. La pomme de terre. Le texte mentionne que le prix est passé de 6 à 10 dirhams. Ce qui est énorme pour un produit de première nécessité, l'auteur explique que ça oblige les familles à faire des choix impossibles, se nourrir, se soigner ou s'éduquer. Et cette inflation, la source la lie directement au manque de transparence sur les prix du carburant. Ouais, c'est une partie très accusatrice du texte. En gros, si on lit bien la source, le système de prix des carburants tel qu'il est décrit, ça ressemble à un ascenseur cassé. Un ascenseur cassé. Ouais, un ascenseur qui ne sait que monter. Quand il y a des tensions internationales, bim, les prix flambent à la pompe. Ah oui, je vois. Mais quand les marchés mondiaux baissent, l'ascenseur reste bloqué au dernier étage pour les citoyens. Les baisses ne se répercutent jamais. C'est une excellente image, et ça capte bien l'essence de la critique de l'auteur. Le texte ne qualifie pas ça de simple circonstance économique passagère. Non, les mots sont forts. Il parle d'une injustice profonde qui viserait à protéger les intérêts d'une élite restreinte. Et ce qui aggrave la situation, toujours selon le document, c'est le timing. Le ramadan, par exemple. Exactement. Ces tensions s'amplifient considérablement pendant des périodes sensibles où la pression sociale et financière sur les foyers est déjà à son maximum. Et ces prix insoutenables mènent, selon le texte, à un risque politique majeur. En fait, l'économie locale est décrite comme une bombe à retardement géopolitique. L'affirmation forte ici, c'est que le système marocain révélerait sa fragilité en liant son destin principalement à des alliances extérieures. Au détriment de la politique intérieure, c'est ça? C'est l'argument du texte, oui. Plutôt que de consolider la cohésion interne, le gouvernement privilégierait la façade diplomatique. Le document relaie d'ailleurs des réclamations d'urgence venues de la rue, apparemment. Il parle de démantèlement des monopoles, de contrôle strict des prix et même de subventions au transport pour casser cette inflation. Et la conclusion de cette section prend la forme d'un choix très binaire. Oui, presque dramatique. L'auteur présente ça comme soit la justice sociale est restaurée pour un peuple qui réclame une, je cite, vie digne, soit le pays s'expose à une crise multidimensionnelle aux conséquences imprévisibles. Alors, au fond,
qu'est-ce que tout cela signifie? Je veux dire, comment tu fais le pont entre ces deux réalités tellement contrastées qui sont dépeintes par l'auteur du texte? Eh bien, cela soulève une question fondamentale. Si on fait la synthèse de l'argumentaire du document, on se rend compte que la sécurité et le pouvoir sur la scène internationale, Ouais. ça ne dépend pas uniquement des ressources naturelles que l'on possède, ou des contrats consignes. Ça dépend tout autant, sinon plus, de la solidité du pacte social à l'intérieur de ses propres frontières. C'est très juste. Donc, pour résumer rapidement l'analyse de notre source d'aujourd'hui, d'un côté, on a le gaz qui redessine les partenariats entre l'Europe et l'Afrique du Nord sur une base de pure réel politique. Avec une Algérie en position de force face à l'Europe. C'est ça. Et de l'autre côté, on a l'inflation et le coût de l'énergie qui menacent dramatiquement l'équilibre social interne, comme l'auteur l'illustre avec l'exemple du Maroc. Tout en gardant à l'esprit, bien sûr, le caractère engagé de ce texte. Absolument, on rappelle qu'on n'a fait que décortiquer l'argumentaire en gardant notre objectivité. Mais tu sais, en lisant tout ça, je me suis dit que l'énergie est vraiment devenue la monnaie géopolitique ultime. Ah ça, c'est indéniable aujourd'hui. Mais on peut se poser une question, une réflexion un peu provocatrice pour clore cette analyse. Vas-y. Comment la demande croissante de l'Europe en ressources va-t-elle remodeler les contrats sociaux internes des pays producteurs eux-mêmes? C'est une excellente question. Est-ce que la richesse générée par ces nouvelles alliances géopolitiques historiques ne pourrait pas, paradoxalement, déclencher chez les fournisseurs les mêmes exigences de transparence et de justice sociale que celles décrites dans la seconde partie de notre source d'aujourd'hui? L'arroseur arrosé, en quelque sorte, la manne financière peut créer d'immenses attentes populaires. Exactement, c'est une question essentielle, je trouve, à laisser germer dans l'esprit de tous ceux qui ont suivi cette exploration approfondie avec nous aujourd'hui.